Bonjour, bienvenue à notre atelier de l'Agora des habitants de la Terre. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler des biens communs. Mais avant de commencer toute chose, j'aimerais qu'on parle de nous, les habitants de la Terre. Vous savez, la Terre, c'est notre maison commune en tant qu'être vivant. Ça, c'est les êtres humains, les végétaux, les animaux. Nous sommes tous des habitants de la Terre. Alors, je vais commencer par juste quelques photos du monde entier pour qu'on se mette dans l'esprit des habitants de la Terre. C'est les êtres humains, c'est nos jardins, ces végétaux, c'est ces animaux qu'on aime tant, hein, qui sont merveilleux. On les aime tellement qu'on dort avec. Alors, ce n'est pas des photos du Québec. Oh, on les aime beaucoup moins parfois, ces animaux. On est une espèce qui est en train de tuer toutes les espèces de la Terre, qui met la vie sur Terre en danger. Nous, les êtres humains, qui souvent pensons qu'on est le centre du monde, mais on ne l'est pas. On partage cette planète avec tous les autres, les êtres vivants. Alors, c'est des photos qui viennent de partout dans le monde, parce que quand on dit agir local et penser global, c'est ça, c'est d'habiter par les habitants de la Terre. Comme ça, ça sera simple de vouloir et d'agir pour sauvegarder les biens communs. C'est cet amour qu'on aura de la Terre et de tous les habitants de la Terre. Alors, vos animateurs, Hélène Tremblay, moi et Philippe Giroux. Alors, un petit peu de Philippe, qui est un diplômé en éducation physique et en kinésithérapie à l'université de Louvain, en Belgique. Il a enseigné 4 ans au Congo avant de rejoindre le Québec en 67. C'est un enseignant qui s'implique au niveau environnemental. Il s'est impliqué pour les obus du lac Saint-Pierre, la fermeture de la centrale nucléaire de Gentilly 2, la fluoration de l'eau potable. Il poursuit toujours son militantisme dans 2 causes, les déchets nucléaires et la problématique du contrôle des insectes piqueurs dans une centaine de municipalités québécoises. Il applique l'avis de Margaret Mead, ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le monde. En réalité, ça s'est toujours passé ainsi. Moi, Hélène Tremblay, je suis l'auteur d'une collection qui s'appelle Famille du Monde, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Rendez-vous sur Terre. J'ai décidé il y a près de 4 décennies de présenter l'humanité à l'humanité. Pour moi, j'étais convaincue que c'était le début de l'éveil de la conscience de l'humanité, c'était de savoir où on était sur cette planète, avec qui on partageait la planète, et quelle était cette terre sur laquelle nous habitions. Alors, aujourd'hui, j'ai vécu dans des familles de 113 pays, j'ai eu l'appui des agences des Nations unies et tout. Alors, vous pouvez retrouver tout ça sur mon site helenetremblay.ca et rendez-vous-sur-terre.com. Et puis, de toute façon, vous avez à la fin notre présentation et nos coordonnées pour pouvoir nous rejoindre. L'Agora des habitants de la Terre, c'est un mouvement citoyen mondial qui est en construction, et qui a été initié par Riccardo Petrella, que vous connaissez bien. Créé en 2018 en Italie par des citoyens ressortissants de 12 pays. L'Agora des habitants de la Terre est pour la défense et le partage équitable des biens communs, en particulier l'eau, la santé et l'éducation. L'Agora défend les biens communs auprès des instances internationales. L'Agora a été présente au G20 en 2018, à la COP 26, et dans chaque pays membre, les mouvements citoyens se mobilisent et prennent action dans leur communauté. Pour les besoins de notre atelier, nous parlerons de l'eau, de la santé liée à l'eau et des actions éducatives pour la protection des biens communs et de la vie
sur Terre. Un des objectifs de l'Agora des habitants de la Terre, c'est de promouvoir les processus de sensibilisation et de mobilisation citoyenne en faveur de la reconnaissance de l'humanité en tant que sujet politique. Ceci m'a attiré, moi, à l'Agora des habitants de la Terre, parce que vous savez, ce sont nos gouvernements qui nous représentent auprès des Nations Unies et des instances internationales. Mais si nos gouvernements sont représentants de l'industrie, du pouvoir et de l'argent des entreprises privées, ben, ils ne nous représentent pas vraiment. Alors, il est essentiel pour l'humanité d'avoir une voix juridique et politique auprès des instances internationales. Il est essentiel pour l'humanité de prendre parole pour tous les habitants de la Terre. Parce que pour le moment, il n'y a personne pour parler pour l'humanité. Un autre but de l'Agora des habitants de la Terre, c'est de contribuer à la création d'une humanité capable de sauvegarder, prendre soin et garantir le droit à la vie de tous les habitants de la Terre, toute espèce vivante incluse, et des générations futures. L'eau, bien commun, est source de toutes les formes de vie. L'eau est là pour nous, l'eau est là pour tous, mais n'appartient à personne. Nul ne peut se l'approprier. De l'équilibre de notre relation à l'eau dépend notre survie et de son partage équitable dépend la guerre et la paix. Le bien à préserver, le bien commun à préserver. Alors, parlons un peu de la privatisation de l'eau et de comprendre la privatisation de l'eau. Alors, on le dit, privatisation des biens communs que nul ne peut s'approprier parce qu'ils appartiennent à tous les êtres vivants pour aujourd'hui et pour demain. L'Agora s'oppose à l'idée qui consiste de faire de l'eau une marchandise et que son accès ne doit pas être déterminé par les intérêts privés à but lucratif qui accentuent la vision de l'eau en termes de concurrence, compétitivité, rivalité, hostilité et conflit. Et vous savez qu'il y a eu la mise en bourse de l'eau le 7 décembre 2020 et c'est l'eau de la Californie qui a été mise à la bourse de Chicago. Alors, la mise en bourse de l'eau, ça va augmenter l'exclusion et l'accès, et ça va donner l'accès à l'eau seulement aux plus offrants. Alors, si en Californie, par exemple, le producteur d'amandes a plus d'argent qu'une petite municipalité, il va avoir le droit à l'eau avant la municipalité. Alors, ça veut dire que l'entreprise privée va décider qui va avoir de l'eau puis qui n'en aura pas. Enfin, ils vont décider qui va avoir le droit de vivre et qui a le droit de mourir, quoi. L'eau est devenue un bien marchand hautement lucratif que de grandes industries se sont appropriées d'une façon éhontée. L'objectif de l'Agora et de nous tous est d'obliger les sujets privés qui ont pris la décision de mettre l'eau à la bourse, ainsi que les autorités publiques qui ont laissé faire, de sortir immédiatement et définitivement l'eau des marchés financiers. Alors, ça, c'est un lien. Alors, comme vous allez avoir droit à l'enregistrement, vous allez pouvoir retrouver ce lien. Mais Martine Chatelain a fait une entrevue à la radio et, là, vous commencez à la minute 14, là. Et lui, l'intervieweur se fait un peu l'avocat du diable et c'est très bien pour pouvoir comprendre et expliquer aux autres c'est quoi les effets futurs de la privatisation de l'eau et tous les dangers qui viennent avec. Alors, moi, je vous invite à écouter cette entrevue. Ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Alors, on va, là, je vais rester un petit peu longtemps sur cette diapo parce qu'on juste un petit peu d'histoire sur les combats de l'eau. Parce que partout dans le monde, il y a des gens, des communautés qui combattent la privatisation de l'eau embouteillée, les sociétés transnationales minières et d'autres entreprises qui accèdent à des sources d'eau grâce à des contrats avec les gouvernements. Et puis, il ne faut pas oublier ceux qui achètent nos terres pour aller chercher l'eau qui est en dessous dans les sous-sols.
Mais il y a toujours eu des guerres d'eau à travers l'histoire, mais parlons d'aujourd'hui, dans notre époque. La première guerre de l'eau, ça a eu lieu en Bolivie en 1997. C'est à ce moment-là, le gouvernement accordait des contrats aux entreprises d'eau privées parce qu'en échange, c'était la chose à faire pour avoir du financement de la Banque mondiale. En 1985, il y a eu l'entente de l'ALENA entre le Canada et les États-Unis. Ça, c'était Mulroney et Reagan. Et ça a été une entente que beaucoup de pays ont copiée par la suite. Puis il est signé dans cette entente que les gouvernements ne peuvent plus s'interposer dans les questions commerciales. Alors aujourd'hui, une entreprise privée peut amener un pays en cours si on lui enlève le droit à l'eau. Et le Canada fait partie des pays où il y a le plus, qui détient des records sur les poursuites de ces entreprises. Un autre exemple de privatisation qui est important, c'est la Grande-Bretagne, quand Margaret Thatcher a vendu les services publics d'eau de l'Angleterre et des Pays de Galles. À la suite de ça, les prix ont augmenté de 40%. Et ensuite, des milliards, naturellement, qui sont allés aux actionnaires. Et ça aussi, c'est un exemple que beaucoup de pays dans le monde ont pris. En 1992, ça continue. L'ONU a déclaré pour la première fois que l'eau devait être reconnue comme un bien économique. Alors, vous pouvez imaginer que l'entreprise privée a bien aimé ça, cette déclaration. Ensuite, en 2008, la Banque mondiale a créé le 2030 Water Resource Group. Ils ne l'ont pas traduit, dont la mission est de conseiller la Banque mondiale sur les politiques de l'eau dans les pays du Sud. Le groupe est formé principalement d'entreprises de services d'eau comme Suez, Nestlé, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Budweiser et les autres comme les entreprises de produits chimiques. Des sociétés transnationales qui privatisent, marchandisent, épuisent et polluent l'eau de la planète avec la complicité des pouvoirs publics. Ce cartel mondial est devenu extrêmement puissant et il présente l'eau comme un besoin auquel les entreprises doivent répondre. C'est-à-dire que si les entreprises ne sont pas là, on va tous crever, alors qu'ils sont en train de toute la prendre, l'eau. Alors, il est absolument important d'informer les étudiants sur qui gouverne notre eau, alors qui gouverne aussi notre vie. Vous savez qu'on parle de droit, mais aux justices et de justice, mais au Québec, je ne sais pas si c'est de la justice, mais au niveau de l'eau, c'est les mines qui ont priorité sur les sources d'eau. Alors après, on se demande pourquoi l'eau est polluée partout, mais ça, c'est dans la loi des mines. Ensuite vient les municipalités. On vient de voter pour nos maires, mais nos maires, ils ont le pouvoir de vendre notre eau à Nestlé, à Coca-Cola et à qui ils veulent. Alors, ça, c'est un d'eux. Alors après, l'être humain, l'habitant de la planète, vient. Alors, je ne sais pas si c'est de la justice, mais c'est à discuter quand même. Alors, on nous dit qu'il faut économiser l'eau. Alors, on dit à la maison, vous prenez votre bain, il faut faire attention à votre eau et tout. Mais en réalité, c'est 90% de l'eau qui est utilisée sur la planète l'est par l'agriculture pour nous nourrir et pour nous habiller et toute l'industrie. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire que vos étudiants se sentent coupables d'utiliser de l'eau, mais par contre qu'ils soient informés pour qu'ils soient engagés par rapport à la situation. Mais jamais coupable, parce que si on se sent coupable, on ne fait rien, on baisse les bras. Alors, être engagé surtout, informé et engagé. Alors, nous allons parler de l'eau en péril. Et l'Agora des habitants de la Terre veut faire la promotion de la sécurité collective mondiale de l'eau. Alors, c'est pour ça qu'on peut sécuriser la situation au Québec, mais il faut toujours penser que l'eau, elle est partout dans le monde et on est tous concernés. Et aussi le partage équitable des biens communs, qu'on en ait tous de l'eau à boire, qu'il n'y a personne qui meurt de soif. Alors, on sait que c'est toujours la même eau depuis le début du Big Bang.
hein, c'est toujours la même eau qui nous tombe sur la tête, qui va dans le ciel, et il n'y a qu'un ciel et les nuages n'ont pas de frontières. Alors, si on pollue notre eau, naturellement, ben, on va la boire, polluée. Ça, c'est une photo de Biélorussie. J'étais à ce moment-là à 80 kilomètres de Tchernobyl. Alors, cette jeune adolescente est tombée malade. Elle a été aveugle, elle a eu des problèmes de goitre par rapport. Alors, le ciel est là pour nous tous, les nuages sont là, il n'y a pas de frontières. Alors, comme 50% de la biodiversité est dans l'eau et que cette eau circule pour toujours, c'est super important de la garder et de la défendre. 65% du corps humain, c'est de l'eau. Dans le cerveau, dans le sang, dans les poumons, c'est de l'eau. Et l'eau dans nos aliments, qui est énorme aussi. Alors, si toute cette eau est polluée, naturellement, ben, au niveau de la santé, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On devient tous malades à cause de cette eau. Et ce matin, on a bien entendu que c'était vraiment l'environnement qui nous rendait malades. Alors, l'eau potable, qui est de plus en plus rare et de plus en plus polluée. C'est l'eau potable, l'eau polluée qui est de plus en plus là et l'eau potable qui est de plus en plus rare. Et le programme des Nations unies en matière d'environnement, ils appellent ça le fléau de la Terre. Nous allons maintenant aussi parler des maladies dues à l'eau. Et on sait qu'à toutes les 8 secondes, un enfant meurt pour cause d'eau malsaine. À toutes les 8 secondes, un parent est en deuil de son enfant. Je ne sais pas comment on peut moi, mon cœur s'arrête quand je regarde des données comme ça. Il y a 2,1 milliards, presque un tiers de la population mondiale qui n'a pas l'accès à l'eau potable sécuritaire pour la santé. 2,1 milliards. Alors, je vais lire ça pour je vais finir peut-être par le savoir par cœur parce que j'aime beaucoup ça. La santé, par Hippocrate, 450 ans avant Jésus-Christ. Le médecin qui fait honneur à sa profession est celui qui tient compte, comme il convient, des saisons de l'année, des maladies qu'elles provoquent, des états des vents propres à chaque région et de la qualité de ses eaux, qui observe soigneusement la ville et ses environs pour voir si le climat est chaud ou froid, sec ou humide, qui en outre note le genre de vie et en particulier les habitudes alimentaires des habitants. Bref, toutes les causes qui peuvent entraîner un déséquilibre dans l'économie des êtres vivants. C'est quand même extraordinaire, alors il faut partager ça avec tous nos amis médecins et les infirmières partout dans le monde de la santé. Il faut faire revisiter ce beau texte d'Hippocrate. 4,2 milliards, presque la moitié des habitants de la Terre n'ont pas de services sanitaires hygiéniques adéquats à la santé. C'est énorme. 4,2 milliards. Alors, nous allons vous parler maintenant des agressions actuelles et futures, et du passé aussi, les agressions contre l'eau. Alors, à toi, Philippe. Alors, dans mes activités citoyennes, j'ai été confronté à 5 agressions passées sur l'eau. Tout d'abord, les obus du lac Saint-Pierre. Durant 48 ans, la Pax Canadian Army a tiré 300 000 obus sur le lac Saint-Pierre, de Nicolette jusqu'à Sorel, couvrant une surface de la moitié du lac Saint-Pierre, 200 km². 10 000 obus n'ont pas explosé et traînent ici et là au fond de l'eau et peuvent se retrouver sur les rivages jusqu'au-delà de la ville de Québec. En 71, c'est ça, il y a eu un accident mortel près de la rivière Nicolette. Durant 9 ans, de 91 à 2000, un petit groupe de citoyens de Pointe-du-Lac a combattu le puissant lobby des armements afin d'arrêter ce carnage par des interventions médiatiques et des représentations politiques. Finalement, en 2000, le gouvernement a décrété l'arrêt de ces destructions et a ordonné le nettoyage de cette réserve mondiale de la biosphère.
Cela fait une vingtaine d'années que le ratissage des fonds marins se fait et on récupère plusieurs dizaines d'obus par an. Cela va prendre bien du temps pour sécuriser les lieux. Pendant ce temps-là, les essais et expérimentations des munitions canadiennes, 10 000 essais annuellement, se poursuivent sur l'île Maurice à Nicolette par la compagnie américaine General Dynamics en utilisant des buts d'arrêt. Ces essais-là, ça fait 5 millions d'obus produits annuellement à Le Gardeur pour la Pax Canadian Army et les autres pays qui achètent des munitions. Tout un scandale à dénoncer. Ça, c'était la première intervention au niveau intervention que j'ai faite. Le deuxième sujet, c'est les déchets nucléaires à Shark River, près de la rivière Outaouais. Avec la fin de l'exploitation de la centrale nucléaire de Gentilly 2, est apparue dans le paysage la grosse problématique de la gestion responsable des déchets nucléaires canadiens. Actuellement, les déchets de Gentilly sont entreposés de façon sécuritaire sur les terrains d'Hydro-Québec, en attendant que les générations futures s'en occupent dans 40 ou 50 ans. Mais à Shark River, en Ontario, à 200 km au nord d'Ottawa, près de la rivière Outaouais, un projet de construction d'un énorme tumulus de 5 à 6 étages est en cours pour y enfouir des tonnes de déchets radioactifs de faible intensité, issus des activités des laboratoires nucléaires canadiens durant les 60 dernières années. Un groupe de citoyens s'est formé là-bas, le Ralliement contre la pollution radioactive, pour dénoncer publiquement et politiquement ce projet. De nombreuses municipalités en aval de Shark River jusqu'à Montréal ont manifesté leur total désaccord au développement de ce projet qui risque de polluer les eaux potables à moyen et à long terme. Le gouvernement fédéral est entre le fer et l'enclume dans ce dossier radioactif, car le puissant lobby nucléaire a les mains très longues pour arriver à leur fin. De très nombreux emplois sont en jeu, surtout en Ontario. Et ça risque de polluer de façon radioactive l'eau potable de 2 millions d'habitants, comprenant évidemment 1,5 million à Montréal. Le troisième combat citoyen auquel j'ai participé, c'est la fluoration de l'eau potable. Durant 5 ans, de 2010 à 2015, un petit groupe de citoyens de Trois-Rivières, Nicolette, Bécancour, Richmond, Châteauguay, sous la gouverne expérimentée du naturopathe Gilles Parent, a combattu le lobby de la fluoration avec en tête l'Ordre des dentistes du Québec, afin de ne plus fluorer l'eau potable des citoyens de plusieurs municipalités québécoises avec des produits provenant des déchets des usines de phosphate, de Floride ou de Chine. Cela se faisait bon an mal an depuis une quarantaine d'années dans de nombreuses municipalités. Sans couvrir, la population était gardée dans l'ignorance du danger de ces produits toxiques. Le ministère de la Santé du Québec, avec à sa tête nul autre que l'actuel directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda, qui est venu personnellement faire des pressions politiques auprès de l'ex-maire de Trois-Rivières pour recommencer la fluoration de l'eau pour les 135 000 habitants de Trois-Rivières. Avec l'aide des médias et par des représentations politiques, plusieurs villes ont abandonné la fluoration et actuellement, il reste 4 villes fluorées au Québec, Pointe-Claire et Dorval sur l'île de Montréal, mais ça va bientôt se terminer, une partie de la ville de Lévis et Saint-Georges-de-Beauce. Il faut rester vigilant là-dessus pour ne pas se faire intoxiquer par les produits toxiques de la fluoration de l'eau. Ça, c'était le troisième dossier auquel j'ai participé. Et il y a un autre dossier là, auquel j'ai été sensibilisé, c'est la pollution des bassins versants par les pesticides agricoles. Il y a 3 ans, le lanceur d'alerte, l'agronome Louis Robert, a fait les manchettes en dénonçant la mainmise de l'industrie des pesticides et les conflits d'intérêts des agronomes. Il a écrit un livre qui s'appelle « Pour le bien de la terre » qui explique bien ce dossier. Mais cette saga est loin d'être terminée. Entre autres, il y a eu un article de Jean-François Cliche dans Le Soleil qui explique cette affaire-là. Il reste beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir parler de rivières et du lac Saint-Pierre en santé, puisque même s'il y a quelques réductions dans l'utilisation des pesticides, les concentrations restantes demeurent très fortes.
Ainsi, une eau trop riche en phosphate mène à une surabondance des algues, les fameuses algues bleues qui finit par asphyxier les lacs. Au Secours et la Fondation Rivière ont créé un site qui s'appelle Eau en péril, qui démontre l'état de la situation. Les cas de déversement sont répertoriés par bassin versant. Donc, c'est un dossier à suivre et à comprendre. Et le site de eauenpéril.net permet de s'informer là-dessus. Il y a enfin les déversements des eaux usées municipales. Dans ce site-là, on trouve l'état de la situation des déversements des eaux usées municipales. Les tableaux explicatifs démontrent le drame des déversements des eaux usées dans les cours d'eau. Actuellement, 7 municipalités sur 10 contaminent toujours les rivières. Voilà. Oui, et je pense qu'il y a une chose qui est importante de dire aussi, c'est qu'au Québec, par rapport à d'autres pays comme l'Australie et tout, ici, c'est seulement 10% de l'eau qui est dans les mains du privé. Alors, il faudrait que ça reste là et non pas que ça augmente la privatisation de l'eau au Québec. Et c'est pour ça que les communautés bleues sont super importantes aussi, que les maires et les municipalités s'engagent. Alors, nous allons maintenant parler un peu des actions éducatives. On en a à l'Agora. Alors, on va commencer par vous parler des actions éducatives de l'Agora des habitants de la Terre. Et après, on pourra discuter de qu'est-ce que vous pouvez faire aussi dans votre école. Alors, le premier projet qu'on aime beaucoup, ça s'appelle l'Agora H2O, la jeunesse du monde parle de l'eau bien commun. Alors, c'est un projet international qui propose aux jeunes de tous les âges et de tous les pays de partager leurs écrits, leurs créations artistiques, leurs réflexions et leurs projets sur l'eau, peu importe leur projet et comment ils veulent le présenter. Alors, vous avez vu les pays membres de l'Agora. Alors, il va y avoir des écoles au Burkina Faso, il y en a au Laos et en Amérique du Sud. Alors, c'est aussi intéressant pour son aspect international et pour vos étudiants d'être en contact avec d'autres écoles dans le monde. Je vais vous lire ce petit texte pour vous inspirer par rapport à des projets sur l'eau. Alors, nous avons tous une chute, un ruisseau, un marais, un lac en mémoire. Toute cette eau alimente nos grandes forêts, abreuve la faune et la flore, irrigue nos terres fertiles et en créant nos paysages, des montagnes à l'océan. L'eau de nos rêves, de vacances et de loisirs dans laquelle nous nous baignons, ramons, pagayons, naviguons et l'hiver nous y glissons en ski, en luge et en patin. Cette eau, nous la buvons, avec elle nous cuisinons, nous cultivons, bâtissons nos rituels religieux et culturels de purification. Nous construisons nos villes autour d'elle. L'eau ne connaît pas de frontières et ne juge pas celui qu'elle dessert. Vous ne trouvez pas que c'est inspirant, que déjà on peut avoir plein d'idées de projets juste avec ce petit texte? Alors voilà de quoi inspirer vos étudiants à faire des projets. Alors, on espère avoir 100 000 créations à travers l'Amérique, l'Europe, l'Afrique et l'Asie qui participent à ce projet. Chaque goutte d'eau compte, alors jeunesse du monde, plongez, mouillez-vous, faites des vagues, soyez une onde de choc, racontez-vous, partagez votre vision de l'eau par vos œuvres. L'Université du bien commun attend vos créations. Alors, vous avez des questions, vous pouvez nous contacter et nous vous aiderons. Ça va être mis sur un site web qui est en formation actuellement, en création. Alors, toutes ces créations vont aller sur un site web commun et les projets vont être partagés à travers le monde. Alors, voilà de quoi inspirer un beau projet international et d'environnement pour vos étudiants. La pénurie grandissante, les sécheresses, l'épuisement des nappes souterraines,
la pollution et le tarissement des fleuves, des rivières et des lacs, la crise mondiale de l'eau s'intensifie chaque jour. Or, la résistance s'organise aux quatre coins du monde contre cette marchandisation insensée. Le mouvement mondial pour la justice en matière d'eau milite pour que l'eau soit reconnue comme un droit humain fondamental. Il revendique un pacte mondial de l'eau qui assurerait une préservation de l'eau ainsi qu'une distribution équitable et une gestion démocratique de cette ressource. Le deuxième projet, c'est un projet qui s'en vient très, très vite, là, le 7 décembre, c'est une manifestation. Ça fait un an, le 7 décembre, que l'eau est rentrée à la bourse. Alors, le même jour, il va y avoir des manifestations de rue, mais devant les bourses d'une douzaine de villes dans le monde, encerclant le bâtiment de seaux d'eau. Alors, il va y en avoir à Milan, à Rome, à Bruxelles, Paris, Montréal et d'autres. En Amérique latine, eux, ils vont faire un blitz médiatique parce qu'ils ils connaissaient pas la situation, alors les gens ne sont pas informés, alors ils vont faire un blitz pour informer la population du danger. Et ça sera en Argentine, en Bolivie, au Pérou, au Chili, afin d'informer sur tous ces aspects inconnus de plusieurs. Alors, la crise mondiale de l'eau vraiment, vraiment requiert une action vraiment, vraiment urgente. Et quand on a entendu ce matin au niveau médical, au niveau de la santé et tout, alors maintenant, maintenant on n'en aura plus. Alors si la main du privé si le privé se met la main sur l'eau, alors on est vraiment, vraiment en danger. Alors on vous invite, si vous êtes dans une école et que vous pouvez sortir l'école de l'école, là, ben, vous pouvez venir avec nous le 7 décembre, on va être à la Bourse de Montréal. Vous savez, c'est seulement 6 pays qui ont 40% de l'eau du monde, le Canada, le Brésil, la Russie, les États-Unis, la Chine et l'Inde. Alors, dans ce sens, on a quand même une grande responsabilité pour inspirer. Moi, je crois que nous, au Québec, on est un peuple inspirant. Et ce n'est pas à nous de nous décourager, mais c'est à nous de nous engager pour être inspirants pour le restant du monde sur qu'est-ce que nous, on peut faire pour l'environnement et pour l'eau. Il est urgent aussi que nos États redeviennent souverains et responsables de ce patrimoine commun qui appartient à la terre et aux vivants. L'eau, essence même de la vie, n'est ni monnayable, ni renouvelable. C'est une ressource dont les humains doivent prendre soin s'ils ne veulent pas vivre une catastrophe écologique et humanitaire déjà en marche. Alors voilà ce que nous, au Québec, on peut faire, inspirer le monde entier sur comment on peut préserver notre eau. Alors maintenant, parlons un peu de ce que vous pouvez peut-être faire pour éduquer sur les problématiques de l'eau dans vos écoles. Que pouvez-vous faire dans votre école sur les agressions envers l'eau? Alors, naturellement, vous pouvez les informer sur la composition de l'eau dans votre ville et le site de la Fondation Rivière va pouvoir vous donner ça. Ensuite, vous pouvez constituer un vocabulaire aquatique pour enrichir le vocabulaire qui concerne l'eau. Puis, avec Au Secours, ben, votre école peut devenir une école bleue, mais vous pouvez amener vos étudiants à la communauté et à la mairie et de faire en sorte que votre mairie et votre communauté deviennent une communauté bleue. Ça serait vraiment extraordinaire parce que il en manque encore beaucoup. Hein. Quand il y a 7 municipalités sur 10 qui encore polluent l'eau de nos rivières, alors il y a du travail à faire. Alors, avant de vous donner la parole, alors ici, vous trouverez aussi la liste des organismes partenaires québécois pour la protection de l'eau bien commun. Alors, quand vous ferez vos projets avec vos étudiants, vous aurez ici la liste, vous pourrez donner la liste de tous les organismes partenaires. Avant qu'on aille à nos discussions, je vais sortir du partage d'écran pour vous partager ce petit film qui est vraiment extraordinaire, que Martine va pouvoir nous en parler après, qui a été fait par Martine et Marc Nantel?
Marc Nantel, oui, voilà. Et alors, je vous montre ça parce que c'est 3 minutes, mais tout y est et c'est bon pour les petits, puis c'est bon pour les grands. Il y a beaucoup d'eau sur notre planète, mais l'eau que l'on peut boire est rare. Au Québec, les villes filtrent l'eau et l'aqueduc fournit une eau de bonne qualité à nos maisons. Toutefois, à travers le Canada, certains villages autochtones n'ont pas accès à de l'eau de bonne qualité. Les habitants doivent souvent la faire bouillir avant de la boire. Au Brésil, le développement de grosses industries comme des minières ont pollué des régions entières. Certains autochtones doivent maintenant acheter de l'eau à gros prix pour avoir de l'eau de bonne qualité. Au Bangladesh, la trop grande population et la grande pauvreté obligent les personnes à boire de l'eau sale, pleine d'algues et de bactéries. Plusieurs personnes meurent. Au Cameroun, en Afrique, l'eau potable est rare. Certains villages se sont organisés et ont creusé des puits profonds. Ils sont dans le village ou souvent très loin, ce qui oblige à marcher longtemps pour aller chercher l'eau. En Australie, la température est tellement chaude qu'il manque d'eau et les territoires deviennent des déserts. Les habitants doivent économiser l'eau et contrôler leur consommation. Au Mexique, les compagnies vendent de l'eau en bouteilles ou des boissons gazeuses en pompant toute l'eau potable et privent ainsi des milliers de personnes de pouvoir boire gratuitement de la bonne eau. Des gens plus scrupuleux veulent profiter de la rareté de l'accès à de la bonne eau et la vendre. Ils achètent des territoires du monde entier où se trouve l'eau potable. Personne n'a le droit de collecter de l'eau car c'est devenu une propriété privée. Mais pourquoi font-ils ça? C'est pour faire de l'argent. C'est inacceptable. L'eau appartient à tout le monde. L'eau doit être de bonne qualité pour tout. L'eau ne doit pas être vendue. Tous ensemble, nous devons la protéger. Et il faut dire aussi qu'avec ce petit film, il y a des fiches pédagogiques qui sont divisées par thème et que vous pouvez utiliser pour les petits puis pour les plus grands aussi. Merci beaucoup pour votre attention durant cette présentation et nous vous invitons à aller visiter le site de l'Agora des habitants de la Terre, agora-humanité.org. Et il y a la charte, un pacte de l'humanité, découvrir Ricardo Petrella si vous ne connaissez pas. Et puis, voici aussi au Québec comment vous pouvez nous rejoindre, Martine Châtelain, Philippe Giroux et Hélène Tremblay. Nous vous remercions et nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci, bonne fin de journée.